présenté sous un angle tout à fait original, enfin tout à fait original, n'exagérons pas, mais pas du tout sous un angle philosophique. Mais c'est intéressant et je note trois choses. D'abord, pour aller dans ton sens, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Par exemple, pénurie. Je vous signale que pénurie a une origine grecque, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'origine c'est peña, et peña, c'est la pauvreté. Donc effectivement, pénurie, pauvreté, comment dire, on gère la pénurie, c'est une façon de dire qu'on gère la pauvreté. Je m'avance peut-être beaucoup en disant ça, ça c'est juste un aparté. Mais quand tu parles de la guerre, par exemple, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Moi, je me souviens très bien, je suis assez vieux pour ça, je me souviens très bien que les topinambours étaient très mal perçus parce qu'on avait que ça à bouffer. Je parle en 46-47, moi j'étais gosse, mais on avait que ça à bouffer et c'était très mal perçu parce qu'il n'y avait que ça à manger. Or aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui les topinambours sont très recherchés parce que c'est délicieux. Bon. Moi j'adore les topinambours, c'est délicieux. Mais voilà, il y a 60 ans, on trouvait ça dégueulasse parce qu'avec ça, voilà, comme tu dis, là, avec ça. Donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas un bon exemple que j'ai donné là, ça n'a rien à voir avec ma thèse, l'étude des topinambours. D'accord, mais... C'est une digression qui n'apporte rien à mon travail. Alors, ton travail, on va en parler. Mais moi je pensais, ça c'est juste le sujet auquel moi j'avais pensé, mais on n'en parlera pas, s'il vous plaît, puisque c'est Jacques qui l'a présenté comme ça, donc on ne va pas en parler. Moi j'avais pensé plaisir peut-il nous guider, et je voyais deux grandes figures. D'un côté, la figure, on va dire, d'Aristote, la figure d'Aristote, à savoir le plaisir le plaisir vient en plus dans l'action, le plaisir permet l'action, le plaisir non seulement autorise mais surtout permet l'action, parce qu'on va agir d'autant plus facilement qu'on éprouve du plaisir à agir, donc le plaisir, j'allais dire, pousse à l'action. Et puis l'autre figure, c'est évidemment Épicure, pour qui, en fait, ce qui compte avant tout, ce n'est pas le plaisir, c'est l'absence de douleur. Et c'est très différent, l'absence de douleur et le plaisir. Enfin, très différent. C'est pas la même chose, clairement, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. L'absence de désir, l'ataraxie, enfin, c'est pas tout à fait ça, l'ataraxie, c'est le calme, c'est le calme le plus total, mais enfin bon, absence de douleur, ataraxie, pour Épicure, c'est dans ce sens-là qu'il entend le mot, le bonheur, enfin le plaisir du bonheur. L'absence de douleur ou l'absence de désir? Comment? L'absence de douleur ou l'absence de désir, ça dit les deux? Il y a les deux. L'absence de désir, ça serait plutôt bouddhiste. L'absence de désir, ça serait plutôt une idée bouddhiste. Enfin, l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. La véritable étymologie de l'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Donc on peut dire que le trouble, c'est une douleur. Bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le sujet de Jacques. Enfin, pas tout à fait, on est à côté, là. L'absence de douleur, l'absence de trouble, l'ataraxie, le plaisir d'Aristote, parce qu'on a souvent accusé Aristote d'être, on l'a avoué aux gémonies, parce qu'il proposait le plaisir, mais en réalité il ne propose pas le plaisir comme axe de vie, il propose essentiellement l'absence de douleur et l'absence de trouble, pour être précis, l'absence de trouble, c'est ça qu'il faut. Exactement ce que je dis. Voilà, oui, l'absence de trouble au sens large du terme. Non, mais effectivement, quand rien ne vient nous alerter, voilà. Il y a effectivement un état idéal. Oui, mais dans l'esprit d'Épicure, comme dans l'esprit d'Aristote, mais surtout dans l'esprit d'Épicure, et tu l'as d'ailleurs tu l'as suggéré à un moment, il y a la notion de bien et... Je vous dis au plaisir. Eh bien, au plaisir. Je te rappelle, le 1er juin... Oui, c'est un thème qui va être décidé sur place. Non, ça c'est dimanche prochain. Dimanche prochain. Mais le 1er juin, on va reparler de la commémoration. Pour qui, par qui? On va en reparler le 1er juin. Dimanche prochain, choisi sur place. Très bien. Bonne continuation. Merci. Alors, effectivement, ce que moi j'avais entendu dans le sujet,
d'ailleurs tu l'as glissé dans ton exposé. Il y a une différence entre le bon pour les sens, pour notre physique, pour notre corps, et le bien qui concerne en fait la morale. Et donc, on va parler aujourd'hui, pour l'exposé de Jacques, on va parler essentiellement du bon et pas du bien au sens de la morale, qui aurait été le sujet si on avait parlé d'Épicure et d'Aristote, pourquoi pas d'autres philosophes. Là, on va plutôt se concentrer sur ce qui est bon ou pas bon. Mais ce qui est bon, c'est un petit détail, ce qui est bon n'est pas forcément bon pour le corps, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc justement, non, c'est le bien. Non, mais bon, oui, Non, c'est pas bon pour le corps. C'est bon au goût, c'est bon, c'est un plaisir qu'on peut avoir, mais qui n'est pas forcément bon pour le corps. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est le bien. Pour moi, ce qui est bon pour le corps, c'est le bien. Et ce qui est bon pour le goût, ou qui est pour le plaisir, c'est donc finalement pour moi, si c'est bon pour le corps, je l'ai dit à plusieurs reprises, à ce moment-là, c'est pas du tout la même chose que ce qui est bon comme ça au niveau d'une apparence comme ça. Oui, non, mais il y a une ambiguïté dans le terme bon, parce qu'on peut aussi dire c'est bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé, c'est bon pour le corps. On utilise le même terme. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il faut être prudent parce qu'effectivement le terme est le même. Bon, ça peut être bon au goût et pas bon pour le corps. Donc moi j'utiliserais plutôt le terme de bien pour le corps. C'est pas bien pour le corps, c'est bon pour le goût, c'est pas bien pour le corps. On est d'accord. Alors que moi j'avais pensé le bon et le bien au sens philosophique du terme, c'est-à-dire le bien, on est dans la morale, le bon, on est dans la sensation. Ça, c'est autre chose. C'est le thème du plaisir qui est... Oui, c'est le thème du plaisir. Dans quel sens ça renvoie au bien? Eh ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le plaisir peut-il nous guider, qui l'ont entendu, je suppose, c'est mon cas, je suppose qu'il y en a d'autres qui l'ont entendu comme ça, et c'est pour ça que ça pourrait faire l'objet d'un autre café philo, je dis bien d'un autre café philo, où l'on se poserait la question, non pas celle que tu poses ce soir, mais une autre question, avec le même intitulé, le plaisir peut-il nous guider? En d'autres termes, est-ce que l'égoïsme peut-il nous guider? En schématisant, l'égoïsme peut-il nous guider? Oui, je vais te noter, parce qu'il y a déjà deux personnes qui parlent là. Donc c'est pas à moi de parler, c'est à nos amis. J'ai Jeanne, Claire et Françoise. Et Véké, pardon. Alors, Jeanne, je t'écoute. Nous t'écoutons. Eh bien, pour revenir dans le sujet présenté brillamment par Jacques, j'aimerais poser une question de précision. Vous avez parlé de fabrique de leurre, et c'était la base de toute cette aventure finalement. De leurre. Fabrique de leurre. Oui, tout à fait. Pas l'heure, mais l'heure. Oui. Et le U de zéro. Ni l'heure. Oui, on est d'accord, oui. Une heure. C'est l'heure. Et est-ce que par hasard on ne pourrait pas évoquer le fait que c'est notre corps qui, d'après un formatage culturel, comme vous avez dit, peut se retrouver avec des pensées de bien qu'il se fabriquera lui-même. C'est-à-dire qu'il va pousser son corps et ses sens à se fabriquer des sensations qu'il va juger bien ou mauvaises, d'après l'instant ou d'après ce qu'on lui a appris. On ne doit pas faire ci dans telle culture, on ne doit pas faire ci à tel endroit. Et du coup, c'est lui-même qui va fabriquer cette notion de bon ou de mauvais pour son corps, qui sera une notion qui peut être fausse, évidemment. Ou qui peut être vrai. Ou qui peut être vrai, évidemment. Le cochon, par exemple, chez les musulmans et chez les juifs, bon, aujourd'hui ça n'a plus tellement de valeur, mais effectivement, ça correspondait à une réalité. À l'époque, ça correspondait à une réalité. À l'époque, c'était dangereux, et on leur demandait de ne pas le manger, et c'était devenu une religion, ça faisait partie d'un rite religieux. Alors, imaginons que quelqu'un décide que le porc n'est pas bon, il va en manger, il n'a pas le droit, comment va-t-il réagir? Car c'est son esprit qui est en train de fabriquer sa notion que son corps va avoir quelque chose de bon, ou le plaisir. Nous ne parlons pas seulement de nourriture, parlons de tous les plaisirs. Vous avez parlé d'un parfum, ou d'une femme, ou d'exemples comme cela, mais tous
ces exemples-là sont fabriqués par nous-mêmes. Oui. Quelqu'un qui est, je n'ose pas dire, par exemple, homosexuel, va pas avoir les mêmes, va se fabriquer, en fin de compte, est-ce que c'est lui qui s'est fabriqué des sensations, ou est-ce que c'est son corps qui les lui a imposées? Est-ce que ce n'est pas un mélange des deux choses? Est-ce que ce n'est pas un aller-retour de création permanente, instantielle, en rétroaction commune? Ah, j'y avais jamais pensé. C'est original, ça. C'est original, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, moi je répondrais, je répondrais que il y a une construction à la fois au niveau de la société Oui. et de la personne. Oui, Une société peut aussi avoir ses modes d'alarme. absolument. Voilà, en tant que membre de cette société, j'ai adopté ce mode d'alarme. Mais je peux aussi avoir, à titre personnel, mon mode de fonctionnement qui fait que je sais que telle personne, ayant tel comportement, me crée du déplaisir, et c'est valable que pour moi. Absolument. Mais on fonctionne sur les deux plans, effectivement. Absolument. Il y a ce que je construis moi-même comme étant du déplaisir. Par exemple, je sais pas, quelqu'un par exemple, qui n'aime pas les femmes qui ont les yeux bleus, par exemple, bon, ben, il a décidé qu'elles ne lui plaisaient pas et qu'il fallait qu'il les évite. Il y avait des gens qui n'aiment pas les gens du signe des Gémeaux, il a décidé qu'il ne fréquentait pas les gens du signe des Gémeaux. On peut inventer n'importe quoi, on peut inventer toutes sortes de choses. Et là encore, on rentre bien dans la théorie du déplaisir. C'est ça qui est C'est un intéressant. déplaisir fabriqué. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quand même du déplaisir. C'est-à-dire que ce sont des stratégies de... L'idée principale, c'est que le déplaisir peut beaucoup plus facilement nous guider que le plaisir. Oui, mais Ça, j'ai bien compris, c'est bien ce que et tu donc, as. effectivement, là, nous fabriquons des modes d'alerte du déplaisir. Moi, je pense, et ça, c'est une question fondamentale, je vais revenir avec le rapport, en effet, est-ce que nos sens ne sont pas d'abord programmés pour nous protéger parce qu'ils ressentent du déplaisir, et que la notion de recherche du plaisir, elle est totalement secondaire dans cette histoire. Vous avez absolument Et raison. que là, quand on remplace la notion du déplaisir par celle du plaisir, tous les risques sont possibles, et que le système immunitaire est complètement désarticulé. Vous avez absolument raison, mais si cette sensation de plaisir ou de déplaisir, qui au départ, en effet, c'est tout à fait juste, mais après, évidemment, Il y a une perversion. voilà, mais quand même, il y a un moment Perversion où... des sens. Voilà, oui, mais si tout à coup, on a décidé que notre éducation nous a dit attention, quand il y a ça, ce truc-là, ce poison, c'est ça, il faut faire attention, et tout à coup, on s'aperçoit que c'est pas tout le temps, pas partout, pas avec les mêmes personnes, Oui, c'est et faux. que... Une société Oui, se que protège. c'est faux. Le corps social, comme le corps physique, se protège. Chaque corps social, chaque société se protège et a ses propres idées du déplaisir. Et notre corps physique a aussi la capacité de détecter des éléments d'intrusion qui vont le menacer. Et psychiquement aussi. Donc on a une triple protection. Socialement, notre groupe nous protège. Physiquement, on se protège. Et également, au niveau de nos sensibilités psychiques, on se protège aussi. Mais ça peut être faux si par hasard on a décidé nous-mêmes de nous fabriquer nos propres envies, nos propres désirs, et c'est le cerveau qui va fabriquer nos propres sensations. S'il te plaît, n'interromps pas. En fin de compte, nos sensations, c'est nous qui les créons, nous allons chercher des images de déplaisir, et du coup notre corps réagit mal. D'ailleurs, effectivement, il l'a dit au début, Jacques l'a dit au début, j'ai bien noté, les sens, normalement, devraient être là pour nous alarmer. Or, il se trouve que parfois, ces sens, ils nous masquent le danger. Justement, parce qu'il y a du plaisir, ils nous masquent le danger. Les mêmes sens qui sont en principe là, et tu as tout à fait raison, qui sont en principe là pour nous alerter, hein, non mais faut pas, c'est trop, c'est perturbant, hein. Tu es d'accord? Alors qu'ils doivent aussi nous masquer le danger. Je peux être d'accord avec ce que j'ai dit. Ah oui, non, mais je répète, parce que c'est là-dessus qu'on doit causer. Bien traduit. C'est là-dessus qu'on doit causer. J'ai noté... Oui, non, mais il y a Claire, Françoise et Vicky. Claire. Oui, moi, à propos des sens, vous dites que les sens sont programmés. En fait, les sens nous forment. Les sens nous forment. Au départ, quand on est enfant, c'est les sens qui nous apprennent. Nous sommes, par nos sens, on commence à exister par nos sens. Il y a un philosophe, je crois que c'est De Sertine, je ne sais plus exactement son nom, qui
De Certine. Non, c'est un économiste, lui. Oui, il y a une économie qui s'appelle comme ça, mais il y a, c'est un nom très proche de ça. Et donc, qui parle de ça, quoi. Au départ, nous ne sommes que nos sens, même pas... Oui, oui, non, mais bien sûr. Vous voyez, donc, Le nourrisson, c'est... Voilà, donc bien qu'ils sont programmés, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les sens ne sont pas programmés. Vous peut-être la petite... Je pense pas avoir dit qu'ils étaient programmés. Au contraire, je pense qu'on est réellement avec ces sens, et nos sens d'emblée nous disent que c'est mauvais, que ça sent mauvais, que le produit, que le bruit nous est sommes pénible. nos sens, en fait. Comment? Nous sommes nos sens. Non, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Non, mais effectivement, la nature n'a pas... tu dis nous sommes nos sens comme si on pouvait en faire n'importe quoi. Non, la nature derrière nous empêche d'en faire n'importe quoi. Non, on peut en Elle nous faire protège. quoi. Non, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Oh là là, on est capable de tout. En tout cas, culturellement, Culturellement, on peut être amené à... On n'est que des sens, et puis bon, évidemment, avec l'expérience, voilà, c'est ça, ça ajoute quelque chose, et on interagit, on peut les maîtriser, et tout ça, quoi. Et l'expérience, justement, nous amène à programmer nos sens pour réagir à ce que nous avons décidé comme étant dangereux pour nous ou fâcheux pour nous. Alors, je voulais revenir aussi sur la cuisine qui est plutôt quelque chose de péjoratif. La quoi? La cuisine, Ah, c'est présenté un petit peu de manière péjorative, mais en réalité, on peut aussi considérer que c'est une sublimation des goûts et un travail d'alchimie sur les saveurs. C'est pas forcément une tromperie. Mais on peut voir ce côté-là. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais le problème, c'est que... c'est quand même souvent les cuisiniers, leur but, c'est pas de tromper les gens. Non, mais le c'est problème, quand même c'est de sublimer les saveurs, Oui, mais vous faites l'avocat du diable. Non, pas du tout. Mais si, parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, on peut développer une énorme ingéniosité à tromper les gens. Ça peut être un on peut avoir du génie. Pourquoi croire que c'est mauvais? Pourquoi penser que c'est mauvais? Parce que sous prétexte que les cuisiniers rajoutent des choses, cuisinent, donc pourquoi penser que c'est mauvais? Il y a plusieurs raisons. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands restaurateurs aujourd'hui ont pris le contre-pied de cette forme de cuisine. Ils disent que désormais, ce qu'il faut, c'est aller avoir le bon produit. C'est le bon produit, et après on a le bon produit, le travail, il n'y a plus de problème de cuisine. À la limite, si vous avez un bon produit, il faut par lui-même, il n'y a pas besoin de le trafiquer, de le préparer, de l'accommoder, etc. Non, c'est pour les mauvais, justement, il y a un revirement de cette conception des choses. Mais non, parce que... Maintenant, moi si je suis restaurateur, par exemple, je vais aller chercher chez l'éleveur la meilleure viande, chez le cultivateur les meilleurs légumes, et à ce moment-là, je vais servir le produit tel quel, je vais peut-être le faire chauffer, etc., mais je m'interdirai d'y ajouter quoi que ce soit. Je vais travailler en amont. Et en fin de compte, soit on travaille en amont, on améliore le produit en amont, soit on prend un produit qui est médiocre en amont, et on dit, ah oui, mais on va le rattraper en rajoutant autre chose. C'est pas un peu excessif, ça, parce que si on sert de la viande sans rien mettre avec, je suis désolé, les restaurants... Non, mais que les restaurants fassent faillite, c'est un autre problème. Non, mais ça, c'est un autre sujet, c'est un argument économique. Moi, je sais, par exemple, j'ai un barbecue chez moi, j'achète de la viande, je la mets sur le grill, et puis c'est terminé, je rajoute ni sel, ni herbe, ni quoi que ce soit. C'est pas un restaurant. C'est pas clair de parler, Si on fait de la cuisine en apportant des épices à un ingrédient, par exemple, les ingrédients, chacune apporte quelque chose. C'est pas seulement... les épices apportent quelque chose. Même un produit qui est complètement médiocre. Même un produit frelaté. Mais une épice en soi, ça apporte les épices apportent quelque chose. Si l'épice m'amène à manger, si j'ai par exemple, vous avez un plat qui pèse 1 kg, vous allez faire absorber ce kilo de bouffe par votre corps. Bon, maintenant vous allez rajouter 30 mg de produit, votre corps, ce qui va compter, c'est que vous l'avez obligé à absorber ce kilo de nul. Non, le sujet n'est pas là. Tu ne peux pas dire que systématiquement, quand on met des épices, c'est pour cacher un mauvais goût. Tu ne peux pas dire ça systématiquement.
systématiquement. Je n'ai pas dit pour cacher un mauvais goût, pour cacher quelque chose qui n'a pas de goût. Mais c'est pas systématique. On peut mettre des épices pour comment on dit en français, pour... Il y a un mot pour ça. Non, exaucer. Alors d'accord. Pour exaucer. Alors admettons que ce soit possible, mais le contraire est aussi possible. Eh ben oui, mais il faut pas... Non mais d'accord, mais ici, parce que le problème c'est d'être vigilant par rapport à cette possibilité. Ah bah d'accord. Bon, maintenant que ça ne se produise pas à tous les coups, ça ne change rien au fait qu'il faut être vigilant. Ah bah d'accord. Ça d'accord. Alors moi je ne serais pas rassuré, quelqu'un qui parlait de cette façon-là, je ne serais pas rassuré. Hein. Non, mais moi je veux pas, non, pas comme ça. Ben non, mais c'est clair. Je me suis un peu choquée quand vous dites la pizza, que c'est une simple c'est De la une pâte. pauvre pâte. Oui. Oui, ben c'est pas une pauvre pâte, c'est de la pâte en pain. Et le pain, c'est quand même un élément fondamental de la nourriture. Oui, au non, mais travers, écoutez, alors là, mais on est d'accord, mais non, mais c'est pas, la question est réglée. La question est Que le réglée. pain soit la meilleure nourriture pour le corps. Fais connaître la parole, Est-ce s'il que vous c'est plaît. La question est, Alors on est dans le problème de culture. non, mais vous ne serez pas d'accord parce que apparemment, On ne fait pas la défense du pain. non, mais vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord, c'est à François de parler. Non, c'est à François de parler. Non, mais il faut pas. Ah, pardon. Voilà, et là, Léa, quand elle je va parle terminer. D'accord. ça reparlerait bien l'histoire. Laisse-la terminer. Mais non, mais ça peut pas être, non, ça peut pas être dans tous les sens. Léa, elle n'a pas terminé. Sur François. François, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pardon. Léa n'a pas terminé. Ah, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu avais terminé. Non, je voudrais juste rajouter que, enfin, pour moi, le plaisir, c'est de manger quand on a faim, hein, c'est-à-dire d'avoir de quoi manger quand on a faim et de manger, et de boire quand on a soif. C'est-à-dire d'avoir de quoi boire Mais quand quoi? on a soif. C'est des choses simples. Oui, mais Bah, mais si on a soif et qu'on a de l'eau, on sera content d'avoir de l'eau, même si elle n'est pas très bonne. Et si on a faim, on sera content Il y d'avoir. aura toujours un plaisir. Il y aura toujours un plaisir. Voilà. Je pense à la guerre, quand on avait faim, on était quand même, on avait du plaisir à manger. Oui, mais là, ça. Qu'est-ce que tu veux dire, François? François, Moi, je voulais dire que donc le thème tel que la question était posée, je m'attendais plus à ce qu'on parle d'épicure. Oui, que sauce. Bon, là, le débat a plus tourné finalement sur le goût. Attends, Marc, sur le goût ou le dégoût. Sur le goût ou le dégoût. non, le danger, le danger. Le danger. Le danger. Pourquoi le goût de Les plaisir? sens, les odeurs. Oui, oui. Bon, je trouve ça un peu confus. Excusez-moi, mais je trouve ça un peu confus. Non, c'est une façon de voir les choses. Le plaisir est culturel. Alors là, je ne comprends pas non plus parce que pour moi, c'est l'idée associée au plaisir qui est culturelle. Et ce qu'on met derrière, ce qui véhicule, c'est l'idée de plaisir qui est culturelle et pas le plaisir. Le plaisir, c'est comme la musique, c'est universel. Ouais. Donc là non plus, je suis pas du tout dans le... J'ai pas bien saisi. Oui, apparemment. Ouais. Et cette notion de déplaisir, disgusting en anglais, j'aime bien ce mot, c'est disgusting, c'est vraiment Oui. Dégoûtant. Dégoûtant. dégoûtant, on rejette cette notion de... Voilà. Donc je vois pas d'aspect philosophique par rapport à ça. C'est comme si on parlait de la nouvelle cuisine, qui est de la chimie, qui reproduit des goûts d'aliments, et la nouvelle cuisine, c'est vraiment de la chimie, quoi. Oui. Des choses synthétiquement, voilà. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de parler d'épicure. Mais non, mais c'est comme je l'ai dit en entrée, comme je l'ai dit en entrée, c'est quand même le sujet de Jacques et il est normal qu'on le traite sous cet angle-là. Et éventuellement, on traitera d'un sujet, disons, plus sous l'angle philosophique une autre fois. Ce que tu viens de dire me fait penser à au fameux vers de Molière. On mange pour vivre ou on vit pour manger? Nous, on pense, Jacques pense qu'on mange pour vivre, ça c'est tout à fait clair, on mange pour vivre, alors que beaucoup d'entre nous pensons que de temps en temps, on aime bien vivre pour manger. Mais bon, vivre pour manger, vivre
pour manger, c'est-à-dire pour avoir du plaisir. Alors que pour Jacques, on doit manger pour vivre, c'est-à-dire le but, c'est de ne pas faire de mal à son organisme. Comme beaucoup de choses nous y incitent. C'est là où moi je serais interdit. Donc, tu vas intervenir après Vic et Je voudrais répondre à Françoise Oui. de manière assez désagréable, mais je pense que si elle avait une fibre philosophique suffisamment développée, elle verrait tout à fait une problématique d'Épicure en filigrane de mon travail. Donc par conséquent, vous ne faites pas beaucoup d'efforts, parce que c'est pas parce que le mot Épicure n'a pas été prononcé que la problématique épicurienne n'est pas traitée dans le sujet. Vous dites, j'aimerais bien avoir entendu le mot Épicure. Non, pas du tout, je parle pas de ça. Alors expliquez-nous ce qu'Épicure dirait qui n'a pas été. Alors, expliquez-nous ce qu'Épicure dirait qui n'a pas été dit dans mon texte. Là, ça se limite au sens. Voilà. Et donc, ça me paraît un petit peu réducteur. Oui, mais parce que vous avez. Parce qu'il y a la notion. Non, mais je l'ai. Vous n'avez pas vu les relations La Françoise, trichée, Françoise. on parle pas de la trichée, on parle Françoise, que des sens. tu as entendu ce que j'ai dit, tu as entendu ce que j'ai dit au début. Ça fera l'objet d'un autre. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Ça serait un autre. Oui, oui, on ne peut pas différencier les sens de la trichée. Voilà. Ça me paraît large. Mais je suis d'accord, de toute façon, je suis d'accord avec toi, mais on en reparlera. On en reparlera. Vipeke, et ensuite, je sais pas comment tu peux. Je pense, enfin Freud a pensé que l'être humain, dès sa naissance, vit par le principe de plaisir. Oui. Alors le bébé cherche son plaisir et il sait déjà par les besoins et par l'instinct comment l'arriver. Par exemple, si on le met ici, il cherche le sein et il va boire, et il va se nourrir et il va avoir du plaisir. Et ça, c'est inné, ça. Oui, c'est inné. Mais le déplaisir, il n'a pas le déplaisir, il n'a pas le sens du déplaisir. Non, mais Il a le sens de déplaisir, mais pas en buvant, pas en se nourrissant. Ah, ça dépend. Si, quand il a fini, il fait un bon. Non, mais le bébé. Non, mais enfin, c'est-à-dire que quand il a bu, alors à ce moment-là, souvent il s'endort et enfin on peut voir qu'il a eu du plaisir. Il a du plaisir en buvant. S'il refuse le biberon, Non, mais il n'a pas refusé. Attends. Bon, je parle. Et en grandissant, en évoluant, l'être humain doit arriver à maturité. Et en principe, à ce moment-là, la psychanalyse, Freud, il pensait qu'à ce moment-là, si tout va bien, que l'être humain suit le principe de réalité. Et je pense, en réalité, je pense que si on suit le principe de réalité et si on est capable de voir l'entourage et l'extérieur, avec sa juste valeur, à ce moment-là, on peut espérer qu'on peut choisir ce qui peut donner du plaisir. Et je pense qu'au fond de tout, je pense que même avec tout le reste qui a été dit, que l'être humain suit le principe de plaisir. Et on peut toujours espérer qu'il peut évaluer la situation. On peut espérer que c'est meilleur. Vous pouvez être leurré par le plaisir. Comment ? Oui, être leurré par le plaisir. Oui, oui. Et les sens, c'est pas seulement une défense, une protection, mais c'est aussi le moyen d'avoir du plaisir. Ça veut dire on a du plaisir à voir et on cherche la beauté, et ça donne du plaisir. Et on est guidé, je pense qu'au fond de tout, on est guidé par le principe du plaisir, mais naturellement sous-entendu. Comment ? On est égaré. Mais quand même, en étant le fondation, c'est le principe de réalité. Vipeke, Oui. tu as entendu, il a dit on est égaré par le plaisir, alors que la plupart d'entre nous, et moi en particulier, je dis on peut être égaré par le plaisir et non pas on est. Et ça, c'est toute la différence. On peut être égaré, mais on n'est pas égaré À partir systématiquement. du moment où on peut, ça veut dire que si oui, quelque chose peut arriver, voilà. ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Mais on Donc, peut, non, mais ça ça suffit. À partir du moment où on peut, ça ouvre déjà le départ. Exact. Non, mais ça c'est bien Personne là n'a le débat. dit que c'était. J'ai jamais dit, alors il faudrait le préciser, je ne dis absolument pas, je suis d'accord avec toi. Il est évident que le fait d'avoir du plaisir n'est pas forcément
Non, on peut dire, J'aime que l'on me dit là. non, ben, Ah ouais. mais en revanche, il est un fait que le fait qu'on puisse être égaré par le plaisir détermine la totalité de notre comportement par rapport au plaisir et notre méfiance par rapport au plaisir de manière systématique. Là, on est d'accord. Oui, alors, oui, par rapport à... Tu sais, je ne vais pas rebondir sur ce que tu dis sur Freud, mais sur toi, mais c'est vrai que quand nous naissons, nous avons un premier... L'enfant naît, moi je suis maman, enfin j'ai été maman. La première chose, il vient sur notre sein. Il va commencer par voir. C'est vrai que c'est une réaction qui vient aussi d'ici, et qui vient aussi du fait que j'ai faim. C'est le sens du goût, c'est le sens de la nourriture. Et bon, ce n'est pas tellement là-dessus que je voulais rebondir, je voulais simplement dire qu'effectivement on a tous des sens. Et ces sens, effectivement, ils sont, dès le départ, on a la vue, hein, on a le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, hein, on a, je crois que c'est les 5 sens, hein, bon. Et donc, effectivement, avec tout ça, on va essayer de faire quelque chose. Si l'on reste dans la pureté de l'être lui-même, hein, je parle de la pureté de l'être, par exemple, un être qui va vivre dans la nature, parce que pas comme un enfant sauvage, dans la nature, qui va avoir des parents qui vont aussi être dans la nature, avec une maison, hein, et qui vont effectivement élever leur enfant en leur disant regarde, ça c'est des haricots verts qui poussent, bon, est-ce que tu aimes les haricots verts, est-ce que tu aimes bien, oui, j'aime bien. Il y a des carottes, bon, est-ce que tu aimes les carottes, est-ce que ça va te faire du bien, c'est des vitamines, est-ce que ça va te faire du bien. Maintenant il y a du poisson dans la rivière, regarde, est-ce que tu veux pêcher un poisson, alors on va sortir le poisson, on va le mettre sur le grill, sur le gros, hein, et puis sans rien, hein, tel qu'il est, hein, et puis on va essayer de goûter ce poisson. Est-ce que ce poisson sera meilleur que tel autre poisson? Si on va dans la mer, on va prendre un espadon. Est-ce que l'espadon, c'est un exemple, est-ce que l'espadon sera meilleur que la sardine? Est-ce que la sardine sera meilleure que le saumon? Est-ce que le saumon sera meilleur que ça? Bon, bien sûr, après il y a la viande et tout ça. Bon, hein. Et effectivement, on a donc des sens. Alors, par rapport à quoi on va choisir? Par rapport à notre goût, peut-être par rapport aussi à notre goût, parce que le saumon qui va remonter, bien ma foi, il va peut-être plaire davantage, et puis finalement, c'est pas mauvais. Bon. L'haricot vert, le légume, bon, on peut voir ça aussi au niveau cérébral, hein, comme on l'a dit, et on peut voir ça au niveau du goût, hein, et au niveau de l'expérience. Bon. Si effectivement on a goûté à peu près à tout ce que font les enfants, le chocolat, on parle de la Nutella, je regardais hier soir, la Nutella c'est très bon, mais alors on y rajoute tellement de choses qu'on se demande vraiment si la Nutella c'est bon. C'est un exemple, parce qu'il y avait 100 ans de Nutella ou je sais pas quoi. Là, 50. Et 50, oui, bon. Et personnellement, moi je n'aime pas la Nutella parce que ça me fait prendre du poids, tout simplement, mais j'aime bien le chocolat. Et donc, mon ouïe, par exemple, vient d'entendre quelque chose, et c'est une sensation, hein, et c'est mes sens aussi qui viennent de constater qu'il y a quelqu'un ici qui dit viendrai-je pas, serai-je pas dans ce lieu. Apparemment, il a décidé, je serai. Donc, soyez. Alors donc, pour en revenir là, moi je dirais qu'effectivement, je vais laisser la parole aux autres, mais pour en revenir là, je dirais qu'effectivement chacun a ses sens, chacun a son goût. Moi en ce moment, vous voyez, j'ai un peu mal à la gorge. Eh bien, j'ai du mal à avaler. Par contre, il y a une chose que j'aimerais, c'est du miel. Et c'est ce que je vais faire en sortant, manger un petit peu de miel. Vous voyez? Bon, donc ça dépend, effectivement. Et si je n'avais pas ce mal à la gorge, je ne mangerais pas de miel. Hein? Donc, voilà. Alors, je voulais dire ça. Et puis, en même temps, il y a aussi le goinfre.
Alors on en revient à tout ça. Celui qui a faim, celui qui veut absolument manger. Aux États-Unis, on voit ça, on voit beaucoup des gens qui mangent des hamburgers. Alors ils sont very fat, hein, c'est des obèses. Hein, et puis voilà. Et puis alors ils montent des hamburgers grands comme ça. Moi je me dis, mon Dieu, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'ils font des choses comme ça? Comment ils peuvent manger? C'est d'abord du pain, le hamburger. Oui, mais c'est aussi de la viande, et c'est aussi des animaux, etc., etc. Et c'est aussi du pain. Et là, effectivement, je dirais, je finis comme ça. Et d'abord, j'ai mal à la gorge, je ne peux pas vous en dire davantage, mais je voulais faire un plaisir et puis le dire, c'est que nous sommes aussi des pêcheurs de sang. Voilà. Pêcheurs de sang, c'est très joli. Et alors effectivement, bon, nous sommes des pêcheurs de sang. Il y a une chose sur laquelle j'ai voulu insister qui me semble très importante. Je l'ai suggéré, le mot expérience. Pourquoi? Parce que la façon dont on se nourrissait il y a seulement un siècle ou deux a évolué en partie seulement, mais elle a évolué en partie par l'expérience. Et pas seulement l'expérience personnelle, l'expérience scientifique. C'est-à-dire qu'on sait, aujourd'hui on est en 2014, on sait beaucoup mieux qu'il y a 50 ans, et encore mieux qu'il y a un siècle, qu'il ne faut pas abuser de telle chose, il ne faut pas abuser de telle chose, que telle chose est dangereuse pour telle et telle raison, pour des raisons commerciales, souvent pour des raisons commerciales d'ailleurs, etc., etc. Donc on a appris beaucoup de choses, non seulement par notre expérience propre, mais par l'expérience de la société, qui fait qu'aujourd'hui, on sait pourquoi on est obèse, effectivement, aux États-Unis, on le sait très bien. Alors que peut-être au début du XXe siècle, les Américains, qui étaient moins obèses, ne se posaient pas la question, parce qu'ils ne savaient pas d'où vient l'obésité. Maintenant, on sait très bien d'où elle vient, enfin leur obésité en particulier. Ceci dit, et d'ailleurs c'est une chose qui est dramatique, puisque dans les pays qui aujourd'hui décollent, ce qu'on appelle les pays émergents, c'est absolument